Bonjour à tous, votre maison de la presse, la Touquetoise, vous propose cette semaine une toute nouvelle formule d'interview d'auteur sous forme de podcast. Et Sonia Delzong a bien voulu relever le défi que nous lui avons lancé pour nous parler de son nouveau roman, Le Dernier Chant, des éditions de Noël, qui est pour nous un véritable coup de cœur. Tout au long de ce podcast, elle répondra à toutes nos questions. Je vous laisse donc en sa compagnie. Sonia, qui es-tu? Peux-tu décrire ton parcours? Eh bien, je suis auteur de thriller, romancière. J'aime bien ce mot, romancière. Voilà, c'est plus parlant, je pense, puisqu'en lien avec le roman directement, qu'écrivain, écrivaine, avec ce mot vin et veine qu'on entend. Donc mon parcours a été assez, je dirais pas chaotique, mais éclectique, dans la mesure où, même si l'écriture m'a toujours habité, m'a toujours accompagné, et je savais, j'ai su depuis le début que j'en ferai mon métier un jour. En revanche, quand? Ça, je n'avais pas la réponse. Donc, c'était en fait un parcours qui m'y a mené sans doute, puisque après des études universitaires en langue, mais c'était pas vraiment ma passion, voilà, c'était plus, on va dire, par compensation. J'ai fait Beaux-Arts, donc déjà un pas dans la création quand même. Et puis pendant une quinzaine d'années, j'ai exposé, tout en ayant, comme on dit, des jobs à côté, évidemment, ne vivant pas totalement de ma peinture. Donc c'est là où le parcours voilà, s'est diversifié. Différents métiers, différentes approches, voilà, sur lesquelles je ne m'attarderai pas ici, même si, bien sûr, ça m'a constitué également en grande partie. Mais je vais plus m'arrêter sur ce passage, donc, quand je suis arrivée à Lyon. Quelques années plus tard, j'ai commencé à écrire pour le Progrès, des articles, voilà. Et là, ça a été le début d'une petite carrière de journaliste, journaliste pigiste, donc de 6 ans. Et ces débuts au Progrès m'ont permis, en fait, une première rencontre qui, je pense, a été effectivement un tremplin pour l'édition. Voilà. Rencontre avec mon premier éditeur, un éditeur lyonnais, Jacques André, qui a édité mon tout premier roman, un roman court, La journée d'un sniper, suivi d'un autre à titre posthume, qui a marqué, on va dire, mes débuts, vraiment tout début d'écriture de thriller, même si à titre posthume, comme je le dis souvent, c'est plutôt un thriller, on va dire, même caustique et quand même parfois sans concession. C'était quand même plutôt un roman distrayant par rapport à la suite. Voilà. Puis il y a eu Le Hameau des Purs, publié par un éditeur québécois. Et c'est à partir du Hameau des Purs, justement, que on va dire que mon aventure
vraiment littéraire dans le genre littéraire thriller a commencé, puisqu'il y a eu la rencontre avec Bernard Minier, dont le roman Glacé avait été nominé en même temps que le mien, en même temps que Le Hameau des Purs, à un prix, donc prix de Serre Chevalier. Voilà. Et il a lu Le Hameau des Purs, il a aimé, il l'a transmis à son éditrice, qui à l'époque était Caroline Lépée, chez XO déjà. Et donc, voilà, Caroline a souhaité me rencontrer. Et puis, en passant voilà, quelques détails de parcours, eh bien, ça a été le début d'une très belle collaboration avec Caroline, et donc de Noël également, à partir de mon roman Dust, qui est le premier volet des aventures d'Anna Baxter, donc ma profileuse, voilà, suivi de 3 autres volets, Quand la neige danse, Récidive, et L'homme de la plaine du Nord plus récemment, donc, qui clôt les aventures d'Anna Baxter. Peux-tu nous faire un speech de ton roman Le Dernier Chant ? Aux 4 coins de la planète, des animaux meurent d'un mal étrange, d'un mal qui se répand d'une espèce à l'autre de façon inquiétante. Est-ce un virus, une toxine, la pollution? Est-ce autre chose d'imperceptible, d'invisible, d'impalpable? Mais Shan, qui est biologiste, elle a une thèse en biologie animale justement, et virologue à l'Institut de Grenoble, l'Institut de virologie de Grenoble, eh bien, va se pencher sur l'affaire parce que on lui a, dans l'Institut, on lui a remis un dossier qui n'était traité jusqu'à présent par personne. C'était un dossier, on va dire, assez confidentiel. Donc il y a eu une sorte de fuite, et elle s'est retrouvée avec ce dossier justement qui liste toutes ces hécatombes, alors qui se produisent un peu partout sur la planète, mais les plus spectaculaires jusqu'à présent ont été des hécatombes d'animaux marins, de cétacés, sur le grand fleuve Saint-Laurent, à Tadoussac, Québec, et puis au Congo, dans la réserve de l'Essioluna, à plus de 100 km de Brazzaville, une réserve où sont protégés les gorilles. Voilà, sont des orphelins, des petits orphelins, des petits gorilles sont recueillis et puis remis dans la nature au sein de cette immense réserve. Donc avec une direction, bien sûr, il y a un directeur, et puis une primatologue. Là, clairement sur les traces de Diane Fosset, mais cette primatologue est un clin d'œil également à une personnalité de la protection animale qui existe vraiment là-bas, au Congo, et qui s'occupe de la protection et de la réinsertion des grands singes, quels qu'ils soient, gorilles, chimpanzés, voilà. Et donc, voilà, le mal manifestement se propage là-bas, et Shan
Va s'intéresser également aux animaux domestiques, va contacter une de ses amies vétérinaires, voilà, et l'enquête va commencer, et elle note, et sur place également, les personnes qui s'occupent de ces animaux, qui vont faire on va dire, des autopsies, des analyses, notent la présence de liquide lacrymal. C'est-à-dire ces animaux pleurent. Ils sont dans un état de prostration, comme un état de dépression avant de mourir, et ils pleurent. Donc, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce finalement ce mal qui s'attaque aussi à une hormone, la sérotonine, qui donc fait baisser le taux de sérotonine. Et là va commencer une aventure pour Shan, qui va enquêter au péril de sa vie et qui va découvrir ce qui se cache également derrière l'Institut, qui s'est renouvelé récemment, enfin qui a été racheté récemment. Voilà, il va y avoir plusieurs pistes, bien sûr. Shan va rencontrer une équipe après ses voyages, puisqu'elle part aussi voir justement ce qui se passe. Elle part au Québec, elle part en Afrique, au Congo. Elle devait aussi partir au Groenland, parce qu'il y a eu également un événement au Groenland, mais n'a pas pu le faire. Et donc elle va rencontrer, voilà, sur ce parcours, dans son enquête, une équipe de six membres, voilà, six scientifiques qui ont tous une particularité, et notamment également une particularité commune. Et eux, chacun a ses compétences. Voilà. Il y a un astronome, il y a un ancien militaire, il y a également des scientifiques et puis des bioacousticiens. Bon, voilà. Chacun va apporter donc ses compétences à cette enquête qui va les mener là où, évidemment, ils ne s'attendaient pas du tout, et sur la piste du Ham. Donc voilà, je n'en dis pas trop, parce que il faudra, pour découvrir tout ça, eh bien, se lancer dans l'aventure avec Shan. Tu nous plonges sur une planète à bout de souffle, avec des espèces animales à la dérive. Quel a été le déclic ? Ce fameux déclic, on va dire, sur le plan de ma production, voilà, sur le plan littéraire, s'est passé outre Dust, où déjà je parle d'une sorte de génocide génétique avec les albinos. Donc il y a déjà une façon quand même de traiter la part sombre de l'humain, son côté destructeur. Voilà, mais sans, en revanche, dans Dust, sans approche. J'aime pas trop ce mot écologique, parce que voilà, surtout aujourd'hui, c'est un petit peu, on marche sur des œufs en parlant de l'écologie, puisque l'écologie est devenue pratiquement un parti politique, alors que ça ne devrait pas l'être, et que chaque parti devrait pratiquer, devrait avoir une démarche écolo, sans que ce soit politique. Donc, je dirais, voilà, il n'y avait pas encore cette approche environnementale ou d'alarme qu'il y a eu
à partir de Boréal. Donc on peut dire que Boréal a été cette prise de conscience dans mon écriture que je fais passer justement au travers d'un roman. Finalement, il y a eu plusieurs déclics. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se produit, par exemple la disparition d'espèces animales, dans Boréal, le personnage principal a le corps tatoué, mais les tatouages, ce sont les espèces animales qui s'éteignent. Donc voilà, je me souviens plus exactement, mais au moment où j'ai écrit Boréal, juste avant, en tout cas quand c'était en projet, et ça s'est précisé justement à cause de ça, j'ai dû entendre parler en même temps que de cette fameuse menace de fonte de la calotte polaire et de toutes ses conséquences. Également des disparitions, par exemple le cougar aussi venait de disparaître. Et puis d'autres espèces classées en voie de disparition, comme aujourd'hui, récemment, les éléphants. Terrible. Donc voilà. Là, il se trouve que Boréal et le dernier chant, donc qui est un peu dans cette veine aussi, enfin même carrément, ont déjà été écrits. Et puis, mais sans arrêt, on apprend presque finalement au quotidien. Et puis, pour le dernier chant, il y a eu aussi là, ce qui m'a vraiment bouleversée, c'était les incendies d'Australie qui ont vraiment ravagé cette terre. Et quand j'ai lu les chiffres, c'était vertigineux, c'était pas possible, c'était tout simplement, c'est devenu abstrait tellement c'était monstrueux, des milliards d'animaux, sans compter les insectes bien sûr. Donc voilà, là ça a vraiment aussi fait partie de ce déclic, mais qui, on va dire, qui se décompose également en plusieurs. À chaque fois, voilà, il y a ces espèces de sursauts en me disant c'est pas possible, voilà, ce qu'on fait. Alors il n'y a aucune démarche moralisatrice, je tiens à le préciser, dans mes romans du tout. Au contraire, chacun a sa part de responsabilité, moi y compris. Il faut juste être sensibilisé, prendre conscience et faire, parce que plusieurs petites gouttes forment un océan. Voilà, il faut savoir. Je pense que moi, c'est juste mon objectif est d'informer, comme j'informais effectivement dans mon métier de journaliste, mais voilà, c'est informer, c'est pas du tout donner des leçons. Comment as-tu imaginé ce processus de prostration chez les animaux ? Alors, c'est venu comme ça, là pour le coup, ça a été un déclic aussi. J'étais en séjour chez une amie qui a un chat. Alors déjà, bon, ça c'est autre chose, mais pour moi les chats n'ont rien à faire enfermés dans un appartement. Voilà, un chat c'est fait pour être libre. Mais bon, c'est vrai que là, pour le coup, en pleine jungle urbaine, je donne pas cher de la vie du chat. Donc, et ce chat, plus exactement 7 petites chattes, étaient dans un état de prostration, comme ça. Et tout d'un coup, je me suis dit, il y a eu un enchaînement qui s'est fait dans mon esprit, et c'est tout de suite parti
en même temps, voilà, il y avait un ancrage dans la réalité, avec ce petit animal comme ça que je voyais tout prostré, et puis c'est allé tout de suite se connecter à une dimension plus universelle. Voilà, et j'ai imaginé, eh bien, cet état de prostration généralisé dans toutes les espèces animales, parce que, eh bien, finalement, au lieu de se révolter, par exemple, comme dans un roman qui a débouché, qui a été adapté en série, Zoo, que j'ai adoré. Le roman, hein, j'ai vraiment beaucoup aimé le roman et cette idée que les animaux se révoltent à un moment donné et que voilà, ils reprennent le pouvoir en quelque sorte. Mais c'était un peu trop manichéen, donc là pour le coup je me suis dit, au lieu d'une révolte comme ça et de tout d'un coup, bon, il y a toujours cette opposition très anglo-saxonne aussi, très américaine, bien et mal. Et bien, finalement, voilà, les animaux vont être dans mon roman une sorte de médiateur, voilà, entre ce que l'humanité fait dans la spirale dans laquelle elle se trouve, une sorte de spirale infernale de destruction, d'autodestruction. Je ne veux pas non plus noircir complètement le tableau, il y a des choses formidables dans l'humanité, mais voilà, c'est ça, ce processus de prostration, c'était cette tristesse profonde, mais qui s'explique évidemment, voilà, qui trouve une explication dans le roman, qui n'est pas juste ça. Parle-nous de Shane. Comment as-tu construit ce personnage rempli de convictions et de cicatrices ? Avec des éléments captés, pris dans la réalité, à partir de mes observations personnelles, une sorte de mélange, hein, voilà, je grappille un petit peu par-ci, par-là. Et puis aussi mon imaginaire qui, j'allais dire, prend largement le pas et conçoit des personnages, alors évidemment avec tout ce que je suis moi-même, mais effectivement on peut dire rempli de convictions et de cicatrices. C'est vrai que je m'y reconnais, je m'y retrouve. Shan, ce n'est pas moi, ceci étant. C'est bien elle, à part entière. Et tout comme Anna Baxter, en fait. Voilà, il y a un processus d'élaboration. Au départ, je pose le personnage avec, évidemment, comme on dit, un background que le lecteur n'a pas forcément, mais moi, je l'ai. Un passé, enfin voilà, tout ce qui l'a construite, c'est également culturel, familial. Shan étant arrivé par Boat People avec ses parents, donc j'ai eu envie, voilà, de lui donner ses origines cambodgiennes, ses origines d'ailleurs, et en même temps ancrée en France, puisque bon, alors moi-même, en revanche, je suis née en France, mais j'ai une autre culture aussi, qui n'est pas Asie, mais voilà, slave. Et j'ai eu envie de ce personnage un peu plus coloré, on va dire, voilà, un peu plus pas manichéen non plus, toujours avec une complexité aussi, et ces failles aussi bien individuelles que collectives. Voilà, et elle est arrivée donc dans cette cité assez connue et parfois un peu tristement connue de Mistral, donc à Grenoble.
voilà, la cité Mistral, et où elle va grandir et où elle va se construire aussi. Et puis je pars, on le sait très rapidement dans le roman, il y a eu un drame dans sa vie, mais un drame récent, relativement récent, voilà, à partir duquel elle va être en reconstruction. Justement, j'aborde en fait un personnage qui a non seulement ses cicatrices du passé aussi, mais d'un passé beaucoup plus récent et qui est en reconstruction. Dans une partie de ton roman, tu parles d'ADN modifié pour une espérance de vie rallongée. Pourquoi l'avoir inclus ? C'est parce que dans ce roman, en fait, qui est assez dense, voilà, je parle on va dire de dérives technologiques et dérives humaines, dérives scientifiques. Voilà. Je ne dirai rien de plus, mais il s'agit de dérives. Puis on se plonge dans les sons à basse fréquence. Pourquoi avoir planché sur ce sujet ? Ce roman, en fait, par rapport à la question sur les sons à basse fréquence, est né d'une nouvelle. Et voilà, il s'est fait à partir de cette nouvelle qui était dans le collectif Écouter le noir, un recueil, un projet donc initié par Yvan Faux chez Belfond et publié en poche chez Pocket. Donc, qui était un recueil sur l'audition, sous toutes ses formes. Hein. Donc, j'avais déjà traité dans cette nouvelle du hum, qui est un bruit très particulier. Il y a eu un article d'ailleurs, j'ai lu ça hier aussi, un article qui datait de 2018 quand même, mais on en parle, qui s'appelle au départ Le bruit de Tao, ville du Nouveau-Mexique, où apparemment ça aurait démarré. Et puis ça se répand dans le monde, mais tout le monde n'entend pas ce hum. C'est apparemment, ce sont des basses fréquences, mais il y a plusieurs théories. Hein. Il y a également des théories complotistes, et il y a des théories alors dont je ne peux pas trop parler non plus, parce que je les aborde aussi dans mon roman. Mais certaines personnes y sont sensibles et d'autres non, et c'est vraiment un mystère, voilà, ce bruit. Donc c'est pour ça que j'avais dit que certainement, déjà à l'époque, hein, quand je parlais de cette nouvelle, j'avais dit que ça finirait en roman. Orban et Shane, que peux-tu nous dire sur la relation de ces deux protagonistes ? C'est une relation très ambivalente, qui n'est pas évidente, puisque Shan, comme je le disais précédemment, est en reconstruction après un drame récent. Donc, à la fois, elle est tout de suite attirée par Miloš Orban, donc à la fois, elle se protège, ce qui est tout à fait compréhensible, et également, elle ne sait pas vraiment qui est Orban. Donc tout ça va fluctuer en même temps que leur relation d'ailleurs. Il y a une différence d'âge également, mais voilà, ça va fluctuer entre admiration, confiance, perte de confiance, et qui est vraiment Orban. C'est surtout ça en fait, le sujet, et qui va conditionner également leur relation. Tesla t'a aussi beaucoup inspiré. Pourquoi lui, pas un autre ?
comme par exemple son rival Thomas Edison. Effectivement, ou peut-être Albert Einstein aussi. Mais c'était pas son rival direct, on va dire. Enfin, voilà. On a surtout parlé du génie d'Einstein, en fait, et beaucoup moins de celui de Tesla. Et je pense que Tesla est l'équivalent d'un artiste maudit. Voilà, par exemple, c'est une sorte de scientifique maudit, Tesla, en tout cas étonnamment dans l'ombre, alors qu'il a en plus travaillé sur la lumière, on va dire, avec ses bobines et ses effets, les champs électromagnétiques. Donc voilà, ma réponse est là. Il m'a beaucoup inspiré parce que il est d'origine, il est serbe aussi. Il a migré en Amérique, mais voilà, il vient de Serbie et j'ai visité son musée à Belgrade, le musée qui lui est consacré, dans lequel il y a l'urne avec les cendres de Tesla. Et il y a eu une petite expérience aussi là-bas, justement avec ses chants et ses bobines. Et voilà, ça m'avait passionné en fait de pénétrer dans son univers. Et c'est trop loin, évidemment, à développer ici, mais j'invite vraiment à plonger dans l'univers de Tesla. Et c'est aussi un petit peu voilà, pour ça qu'il fait partie de ce roman, parce que c'était le sujet, tout simplement, et que c'est un sujet aussi qui me passionne, donc j'ai voulu creuser aussi pour moi, et puis donner ça au lecteur, comme j'espère une belle découverte, ou sinon le faire découvrir sous un autre angle, pour ceux qui le connaîtraient déjà. Tes recherches ont dû être colossales pour que ce thriller soit aussi bien construit. Combien de temps cela te prend ? En fait, je me documente tout au long de l'écriture. Voilà, j'ai aussi une biblio, donc ça c'est en amont, vraiment. Et puis voilà, tout au long, en même temps que des idées nouvelles me viennent, en même temps que je me documente, en même temps que... Eh bien voilà, donc ça peut prendre quelques mois, et c'est variable. Selon toi, à qui s'adresse ton roman ? À tout le monde. Es-tu en pleine écriture d'un prochain roman ? Ah, bah bien sûr. Et comment ? Un roman par an, donc forcément, le prochain est déjà en cours. Les questions tac au tac. Ton plus beau souvenir lié à la nature ? J'en ai tellement. Donc du tac au tac, ça serait les déserts de l'Utah, Arizona, aux États-Unis, mais également cette rencontre avec les baleines sur le fleuve Saint-Laurent à Tadoussac. Ça a été certainement mes deux grands chocs. Pour ou contre l'avancée futuriste ? Eh bien, les deux. Il y a du pour et il y a du contre. Alors ça, après, on va se lancer dans un débat philosophique aussi sur la notion de progrès. Qu'est-ce vraiment le progrès ? Mais voilà, les deux. Si tu avais accès à un deadbot, avec qui voudrais-tu parler ? Mon père. Sachant que le deadbot
est une application qui est conçue avec toutes les données, par exemple, d'une personne, ses goûts, ses passions, voilà ce qu'elle a, qui remplacerait cette personne défunte de façon à permettre aux vivants de communiquer avec le défunt via cette application, enfin via ce deadbot, c'est une sorte de robot, voilà, qui répondrait à la place du défunt, avec vraiment comme si c'était lui presque. Donc oui, mon père. Immortalité ou mortalité? Immortalité. Thomas Edison ou Nikola Tesla? Nikola Tesla. Le roman qui t'a profondément marqué? À part Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, Abyss de Frank Schätzing, voilà, qui est un roman de 1500 pages, magnifique. Mais ces questions m'énervent parce que il y a beaucoup de romans qui m'ont marqué, donc c'est pas possible de dire le roman qui t'a profondément marqué. L'instant T qui a changé quelque chose dans ta vie? Eh bien, sans doute ma rencontre avec Bernard Minet. As-tu un secret inavouable? Si c'est un secret inavouable, ça restera un secret inavouable. Merci beaucoup à Sonia Delzongle et sa patience. Merci également aux éditions de Noël. Et enfin, merci à vous qui avez écouté ce podcast jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.latouquetoise.fr. Vous pourrez découvrir tous nos coups de cœur ainsi que notre coup de cœur pour justement le dernier chant. À très bientôt.